Distingués invités, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à ce forum stratégique sur le manufacturier. Je vous inviterai à prendre place. Donc, bienvenue à ce forum stratégique sur le manufacturier innovant organisé par Investissement Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je me présente, Charles Tourneau, directeur stratégie et communication à la Chambre, et je serai ce matin votre maître de cérémonie. Avant toute chose, la Chambre tient à remercier les commanditaires qui, par leur appui soutenu, permettent la réalisation de cet événement. Donc, l'événement d'aujourd'hui est réalisé grâce à la précieuse collaboration de nos commanditaires OR, le Fonds de solidarité FTQ et le gouvernement du Québec. Il est aussi rendu possible grâce à la contribution de notre commanditaire argent, Siemens Canada. Merci également à nos commanditaires bronze, la Banque de développement du Canada et l'Institut national d'optique. If you haven't already done so, please turn your cell phones to silent. Si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez vos cellulaires en mode silencieux pour le reste du programme. CA/programme et à commenter le forum d'aujourd'hui sur Twitter en utilisant les mots-clics Forum CCMM et Manufacturier innovant. Les publications seront affichées sur notre mur interactif à ma gauche. N'oubliez pas de taper événement manufacturier innovant dans le moteur de recherche de votre application Facebook Messenger pour recevoir des informations et vivre votre forum en mode interactif. L'événement d'aujourd'hui peut être suivi en direct par webdiffusion via notre site web ccmm.ca. Nous sommes fiers de vous accueillir aujourd'hui avec une programmation remplie d'activités qui se déroulent en parallèle du forum. Donc, pendant la pause, je vous invite d'ailleurs à visiter notre salon d'exposition dans lequel une dizaine d'exposants vous présenteront des innovations qui façonneront l'industrie manufacturière de demain. Dans la même salle, vous pourrez rencontrer les étudiants de l'École nationale d'aérotechnique inscrits au défi innovant organisé en collaboration avec l'aéroportail de la grappe aérospatiale Aéro-Montréal. Ils devront concevoir un mécanisme permettant de déplacer une pièce simulant un volet d'avion et le produire sur place grâce à une imprimante 3D. Pour ceux qui s'étaient déjà inscrits, un rendez-vous du financement ainsi qu'un atelier talent sont organisés en marge du forum. L'atelier talent est présenté par Service Québec de l'île de Montréal, volet emploi, et regroupe près de 100 personnes pour discuter des enjeux de main-d'œuvre du secteur manufacturier. Avant de débuter, je demanderai à tous nos conférenciers de respecter le temps alloué pour leur présentation. Mes collègues placés au centre de la salle de la première rangée vous indiqueront le temps restant. Une période de questions-réponses est prévue à la fin de chaque bloc. Donc, dès maintenant, j'inviterai la ministre Anglade, M. Côté, M. Morin, Mme Leroux et M. Cusson, donc orateurs pour le bloc d'introduction, à venir prendre place à l'avant. J'inviterai maintenant M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, pour prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, merci Madame la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Madame Anglade, d'être avec nous ce matin. On a aussi avec nous le maire de Drummondville et aussi vice-président de l'Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson. Merci d'être avec nous. Madame Leroux, Monsieur Côté et juste derrière Madame, notre grand partenaire, Monsieur Côté, et après du Fonds de solidarité, Monsieur Gaétan Morin. Excusez-moi, j'essayais de le dire de mémoire. Des fois, à 7 h le matin, vous êtes tous debout, vous êtes tous là, 7 h 30. On est très heureux de participer à cette grande mobilisation collective.
Investissement Québec, merci d'avoir fait ça avec nous. Merci de pouvoir travailler ensemble. Madame Anglade, merci d'être ici. C'est un immense chantier qui s'est entrepris depuis plusieurs mois et c'est collectivement de se mobiliser pour prendre de plein pied, de plein front, une révolution qui est en marche, qui a déjà commencé. S'assurer qu'on n'est pas en retard, s'assurer qu'on est à l'avant-scène. Et dans la région métropolitaine, depuis plusieurs mois, il y a beaucoup d'effervescence autour de ça. Je sais que ça s'est passé à travers le Québec. Je vous remercie aujourd'hui de vous assurer qu'à Montréal, dans la région de Montréal, il y a ce forum où on va pouvoir discuter. Il y a un déjeuner-causerie qui va avoir lieu. Je ne voulais pas et je ne veux pas répéter tout ce qui va s'être dit ce matin, ni après, ni avant, mais ce qui est très important qu'on réalise, c'est à quel point on n'a pas le choix de réussir le manufacturier innovant. C'est fondamental pour l'économie du Québec, Mme Anglade le sait, mais c'est aussi extrêmement important pour notre PIB dans la métropole. Et à travers le temps, la ville intelligente, la ville du savoir, la ville créative, nous a amené dans bien des cas à ne pas voir le manufacturier comme demeurant un pilier incontournable. Or, les gens de l'industrie, les initiés le savent, mais collectivement, on l'a peut-être négligé un peu. Et ce qu'on sait aussi, c'est que non seulement c'est un pilier de notre structure économique, mais c'est un pilier de notre réalité d'exportateur. Si on est une société qui peut générer cette richesse collective, c'est parce qu'on va vers les marchés étrangers. C'est pour ça que les accords de libre-échange sont si importants. C'est pour pouvoir y accéder. Et aujourd'hui, là, un petit cue, on semble devoir enfin signer à travers le Canada une entente de libre-échange pan-canadienne. C'est pas rien non plus. Alors, ce manufacturier innovant, il est fondamental parce que si tout le monde est dans le manufacturier innovant partout, bien, il faut qu'on le soit nous aussi. Puis dans un monde idéal, on est en avant de la parade. La mutation dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on vit ça à travers l'histoire. C'est des périodes de grande accélération dues en général à des percées technologiques. Et dans ce cas-ci, on le sait, les percées technologiques, elles se font de plusieurs angles et elles convergent. Et donc, pour les gens qui sont dans cette salle, comme les gens dans le reste de la communauté, il faut voir que ça vient autant du numérique que des imprimantes 3D, que de l'automatisation. L'intelligence artificielle est au tournant d'ici quelques années et tout ça va avoir un impact majeur. On peut avoir dans nos processus des avancées, dans nos produits des avancées. Il y a des chiffres ici qui parlent. C'est très clair que si on est dans le manufacturier innovant et si on innove soi-même et si nos processus s'innovent, notre compétitivité va être très accrue. Comme base économique, pour une grande ville, c'est fondamental. Le gouvernement est au rendez-vous. Et moi, j'aime lancer des fleurs au gouvernement quand il les mérite. Et ce coup-ci, moi, je vous dirais, on a un gouvernement qui s'est engagé dans l'innovation, on a un gouvernement qui a mis en place des politiques, et les sommes sont assez colossales. S'il y a besoin de plus d'argent, j'imagine qu'il y en aura, mais pour l'instant, ce sont déjà des très gros montants. Et donc, la question qui se pose, c'est, le privé va-t-il être au rendez-vous? Et le privé, bien, il y a des entreprises qui ont déjà commencé, mais le mot doit se passer. L'information doit circuler. Les programmes qui sont mis en place, il faut qu'ils rejoignent leur clientèle. Et donc, le forum d'aujourd'hui va faire partie de cette mobilisation. C'est le 17e, je pense, de 17 forums. Ça a été tout un exercice. On est très heureux. Je ne vais pas en dire davantage, sinon de vous encourager ce matin sur les réseaux sociaux à communiquer, d'aller voir les jeunes qui sont à côté, d'aller voir les exposants qui sont à côté et éventuellement de faire en sorte qu'il y ait le plus de bruit au Québec sur ce qu'on a entrepris, c'est de passer dans cette nouvelle révolution du manufacturier 4.0, le manufacturier innovant. Sur ce, j'invite notre ministre, Mme Anglade, à venir lancer la matinée. Mme Dominique Anglade. Alors bonjour à tous et merci Michel. Ce matin, je vais être brève. Mais peut-être avec un niveau d'intensité qui va témoigner de tout l'intérêt et de toute l'énergie qu'au gouvernement du Québec on met pour nous assurer que l'on innove dans toutes les activités que l'on fait. Vous le savez, je l'ai répété souvent, on a 3 piliers importants du développement économique au Québec. Le premier, c'est l'entrepreneuriat. Le second, c'est le manufacturier innovant. Et le troisième, c'est les exportations.
Et on a pris un pari l'année dernière, c'était en avril dernier avec Investissement Québec, de dire est-ce qu'on est capable d'innover davantage en manufacturier? Puis on s'est donné les moyens, on s'est donné les outils pour créer la mobilisation. Et je suis contente de constater qu'au bout de, disons, 6 mois, on dit 1 an, mais mettons 6 mois vraiment intenses dans la dernière lignée des efforts qu'on a faits, c'est 242 projets. Sur les 700 millions qu'on avait annoncés pour une période de 3 ans, la première année, on va avoir franchi le cap des 400 millions. Puis les 400 millions que le gouvernement a investis, c'est aussi parce que le privé était au rendez-vous. Et on a eu 2,3 milliards d'investissements qui sont associés à ces 400 millions. C'est significatif, puis je pense que vous devriez applaudir. On a eu 2000 participants dans toutes les régions du Québec, on s'est promenés, et de voir l'énergie, l'initiative, puis en fait, au fur et à mesure, le momentum qui se créait, c'était vraiment emballant pour atteindre aujourd'hui une espèce de summum, mais c'est pas la fin, c'est le début, en fait, de quelque chose qui devra se poursuivre de toute façon, parce qu'on ne fait pas des changements aussi importants en si peu de temps, il va falloir qu'on poursuive nos efforts. Quelques mots aussi sur les exportations, parce que le 3e pilier de développement économique, ce sont les exportations, et 80% de ce que nous manufacturons, nous l'exportons. Et dans un contexte où les frontières ont l'air de vouloir se refermer de temps en temps, dépendant de l'humeur, il nous faut être agressif, il nous faut être proactif, il nous faut être à l'offensive. Et ce que je vous dirais, c'est que pour y arriver, pour être réellement concurrentiel, les gens vont continuer à acheter nos produits si nos produits sont innovants. Aujourd'hui, c'est une autre journée importante pour le gouvernement parce qu'on est je devais en fait être à Toronto aujourd'hui pour signer l'entente pan-canadienne de libre-échange. C'est un moment important pour nous et c'est ma collègue Lise Thériault qui a pris ma place parce que je voulais être absolument ici, évidemment, aujourd'hui. Et pourquoi c'est important? Parce que lorsque l'on exporte, beaucoup de ce que nous exportons, c'est à l'extérieur des provinces du Québec. Et avec cette entente-là, nous allons faciliter les liens avec les autres provinces et encourager les exportations vers les autres provinces. Alors, encourager les exportations vers les autres provinces avec l'entente qui va être signée aujourd'hui. En plus, nous avons l'entente avec l'Europe qui va nous permettre de miser sur le marché européen. Être absolument proactif et à l'offensive aux États-Unis, c'est ça qui va nous permettre de gagner, c'est ça qui va nous permettre de nous mobiliser puis d'atteindre des sommets. J'aimerais remercier les partenaires qui ont été impliqués dans cette aventure parce que si ça fonctionne, c'est parce que nous sommes réellement collectivement mobilisés. Alors, je remercie les gens de mon ministère qui ont été bien impliqués, les gens des manufacturiers exportateurs du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la sous-traitance industrielle du Québec, le groupement des chefs d'entreprise, le Fonds de solidarité FTQ qui est représenté ici par Gaëtan Morin. Merci à tous les partenaires. Un merci spécial à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui nous accueille aujourd'hui et qui nous permet d'avoir cette mobilisation très appréciée, Michel. Et finalement, un merci tout spécial à toute l'équipe d'Investissement Québec pour le travail qui a été fait. Vous avez été remarquable, vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez réellement contribué à ce succès. Bravo et un plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous ce matin puis de voir la suite des choses et d'y contribuer. Merci à tous. L'entreprise manufacturière innovante utilise, connecte et intègre de nouvelles technologies pour fabriquer des produits exportables à valeur ajoutée, lui permettant une croissance dynamique dans ses marchés. OK, mais ça vous prend du concret. Vous fabriquez des chaloupes, mais vous n'êtes pas aussi rentable que dans le bon vieux temps. Ben, je sais pas moi, imprimez-les en 3D, sauvez sur les coûts de production, puis exportez-moi ça partout dans le monde. Je dis ça de même, là, mais en Californie, il y a des enfants qui vont à l'école chaque matin dans des autobus électriques fabriqués à Saint-Jérôme. Pourquoi? Parce que innovation. Ça crée des emplois, ça, monsieur. Ça, avant innovation, c'était ça. Puis il y a du monde derrière ça. Le virage 4.0, c'est pas juste des usines connectées puis des imprimantes 3D. C'est des procédés plus efficaces, des systèmes d'opération innovants et des employés formés pour gérer tout ça. C'est de rester compétitif puis d'attaquer les nouveaux marchés avant que d'autres le fassent.
Puis c'est pas à coup de moi y penser puis de il faudrait bien que ça va se passer. Ah! C'est une question de survie. On me confirme que c'est une question de survie. C'est un tsunami qui s'en vient. Demandez-vous pas pourquoi il y a tout un lot de partenaires qui rament dans la même direction. Là, je le sais, vous vous dites plus facile à dire qu'à faire. Oui, peut-être. Raison de plus pour appeler Investissement Québec. Puis pas juste pour du financement, là. Peu importe à quelle étape vous êtes rendu, ils vont vous mettre en contact avec des experts qui vont pouvoir vous conseiller, évaluer vos possibilités et puis mettre en place, avec vous, des stratégies d'innovation. Investissement Québec peut même financer jusqu'à 250 000 $ aux frais de consultation, juste pour entamer le processus. La balle est dans votre camp. Si vous avez des questions aujourd'hui, n'hésitez pas. On veut vous entendre. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment excité d'être ici avec vous autres ce matin parce que pour nous, c'est un beau succès. Je regarde loin et la salle est pleine. Il y a même des gens debout à l'arrière. Pour nous, c'est fantastique. Pour notre équipe, c'est une journée extraordinaire, une étape majeure. On s'est engagé non pas dans un triathlon, non pas dans un décathlon, mais quelque chose qui probablement ne se terminera jamais. Pourquoi? Parce qu'on se doit de le faire. Depuis octobre 2016, on fait la tournée du Québec. On a rencontré plus de 1000 entrepreneurs. Plusieurs d'entre vous sont ici aujourd'hui et je vous remercie d'être là. Alors, comme la ministre l'a mentionné, je la salue, M. Leblanc aussi, on a travaillé avec des partenaires. On a travaillé avec des partenaires qui font que c'est un projet collaboratif. C'est un mouvement qui a un effet d'entraînement qui fait boule de neige. Alors, chers clients et chers non-clients et à devenir, je vous remercie d'être là, tout le monde, aujourd'hui. Ça a été un moment sans précédent de mobilisation partout au Québec. On a informé les gens, on leur a mis devant eux un plan d'action très pragmatique, comme les entrepreneurs les aiment, parce que ça vient de eux. Nous avons mobilisé des leaders économiques de l'importance que le Québec d'avoir un manufacturier qui est très fort. Nous avons informé, conscientisé les entrepreneurs, les travailleurs, les citoyens de l'importance du secteur manufacturier partout, dans les grands centres et partout dans les régions du Québec. Et vous savez, il y a de l'avenir dans les usines du Québec. Il y en a de l'avenir. Avec le marché européen qui s'ouvre, les opportunités sont sans barrière maintenant. Et vous savez, c'est la meilleure façon, la meilleure recette aux enjeux d'échanges économiques qui pourraient nous causer des problèmes ou des soucis, c'est de passer à l'action, c'est être à l'offensive. Donc, c'est le temps de foncer. Et je veux remercier les partenaires de cette tournée extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'Investissement Québec, on l'a pris personnel. Je l'ai pris personnel. Et c'est important que nos partenaires, avec lesquels on a créé un web manufacturier, une toile manufacturière, comme le gouvernement du Québec, on les remercie beaucoup. Le Fonds de solidarité FTQ, la sous-traitance industrielle du Québec. Je ne veux surtout pas oublier Manufacturiers exportateurs du Québec, le regroupement des chefs d'entreprise et bien sûr la Fédération des chambres du commerce du Québec qui nous amène aujourd'hui au grand forum à la Chambre de commerce de Montréal. Un tout spécial merci à 3 personnes qui vont se reconnaître, à Sylvie, à Mirabelle et à Jean-Pierre. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Aujourd'hui, c'est la fin d'une tournée, mais c'est le début d'un élan. Donc, on est arrivé à la ligne de départ. Il a fallu s'entraîner, il a fallu se faire aider, et maintenant, quelque chose d'important va se passer. Déjà, on a vu des choses se matérialiser dans les derniers mois, au-delà de nos espérances, et on a déboulonné un mythe. Le mythe que le manufacturier est en déclin, mais au contraire, il est en train de se revitaliser partout dans les régions du Québec. Et c'est que la fabrication, maintenant, revient dans les pays industrialisés. Le Québec a besoin d'un secteur manufacturier modernisé et fort. Vous savez, pour une job créée dans le manufacturier, il s'en crée 3 à 4 dans les services, autour d'une usine, autour d'une fabrication. C'est là que ce moteur-là devient essentiel pour l'économie du Québec. Et des solutions, c'est quoi? Bien souvent, c'est imaginer, c'est une idée qui vient d'un scientifique, qu'il doit transmettre à des ingénieurs pour le concevoir, qui sera fabriqué par des travailleurs qualifiés et avec des outils numérisés, et livré partout sur la planète.
C'est dans cette course que nous devons rivaliser, mais il faut s'y mettre de façon extrêmement déterminée, avec beaucoup de persévérance. J'aurais dit même qu'il faut le faire avec férocité. Ensemble, on s'est donné un plan. On a conclu ensemble avec les manufacturiers un plan de 10 solutions. 10 solutions pour propulser nos manufacturiers innovants. Vous nous avez dit, il faut valoriser le secteur manufacturier. Alors, une campagne de promotion et des formations techniques pour stimuler la relève a été lancée. Vous nous avez dit encore, il faut rendre accessibles les programmes et les services disponibles pour supporter les manufacturiers innovants. Un guichet unique va être créé, va être lancé. On s'est dit ensemble, manufacturiers innovants, il faudrait que ce soit une fierté. Et là-dessus, un label manufacturier sera créé. On s'est dit, on va soutenir la production locale en regardant ce qu'on importe pour le faire nous-mêmes. C'est en marche. On a aussi convenu de créer un réseau pour ceux qui exportent et à dire aux autres comment faire, les appuyer, les supporter. Parce qu'on porte tout le même chandail du Québec, on est tous dans la même équipe. Et on a convenu, dans nos solutions, d'adapter le modèle dual allemand à la réalité québécoise, de mieux apparier l'immigration et les besoins de main-d'œuvre, de faire des vitrines d'automatisation 4.0 pour apprendre ensemble, de développer nos écoles pour qu'il y ait des programmes de spécialistes en commercialisation pour bien supporter l'exportation pour nos manufacturiers avec des produits de qualité. Tout ça est en marche. 9 solutions sur 10 non financières, mais extrêmement structurantes et nécessaires. Et la 10e, c'est l'argent. Tout le monde a montré présent. Et il faut investir. Investissement Québec, le gouvernement du Québec et d'autres dans l'écosystème financier ont toutes monté présent. Au total, au niveau du gouvernement du Québec, avec Investissement Québec, c'est 825 millions maintenant que nous allons diriger vers les entreprises manufacturières au cours des 3 prochaines années. À ce jour, nous avons déployé près de la moitié de ce 825 millions de dollars pour des projets d'innovation. Et vous savez quoi? Ça entraîne beaucoup d'investissements privés. C'est là qu'est la mesure de succès la plus éloquente. En septembre dernier, nos partenaires, nous avons rêvé, imaginé une tournée. On va aller sur le terrain. Quand on vient du terrain, c'est là qu'on veut retourner. Eh bien, vous savez quoi? On a vu des manufacturiers partout au Québec. On a ouvert les yeux à bien des gens. On les a un peu brassés. Mais c'était notre but. Pour qu'ils nous racontent leur projet de croissance et qu'ils passent à l'action. À tel point que nous comptons partir en tournée encore une fois, dans des villes où on est en demande, à cause du succès qu'on a fait chez leurs voisins, dans les villes voisines, un peu partout dans les régions. Donc, soyez avec nous, c'est parti, et propulsons nos manufacturiers innovants. Merci beaucoup tout le monde. J'inviterai maintenant Gaëtan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ, à prendre la parole, un grand partenaire depuis le début. Merci, Pierre Gabriel. Madame la ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là ce matin pour parler d'innovation. Vous savez, pour le Fonds de solidarité, c'est un sujet important. C'est pour ça qu'on en a fait vraiment un champ d'intervention prioritaire au cours des prochaines années. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que c'est par l'innovation sous toutes ses formes que les entreprises peuvent améliorer leur productivité et leur compétitivité. Et là, j'insiste sur les mots « sous toutes ses formes ». Parce que l'innovation en entreprise, c'est souvent perçu comme un concept un peu flou, un concept un peu théorique. Et trop souvent,
On croit que l'innovation est réservée aux entreprises technologiques, aux entreprises pharmaceutiques, ou à celles qui ont de grands moyens pour développer des produits révolutionnaires. Bref, on a tendance à confondre innovation et invention. L'innovation en entreprise, ça ne consiste pas à avoir un éclair de génie ou l'idée du siècle. L'innovation, c'est tout ce que nous faisons et tout ce que nous pouvons faire de nouveau, à court et à long terme, pour être plus productif et rester concurrentiel. Et ça, là, c'est à la portée de toutes les entreprises, peu importe leur taille, peu importe leurs moyens, ou peu importe leur secteur d'activité. Ça peut vouloir dire, tout simplement, par exemple, d'introduire de nouvelles méthodes de production, de mener un projet de recherche et développement, d'informatiser son système d'approvisionnement, de créer un groupe d'amélioration continue, de se conformer à une norme ISO, ou, par exemple, de débuter le commerce en ligne. Bref, l'innovation, c'est une façon de penser qui nous amène à rechercher en continu les moyens d'améliorer nos façons de faire. Puis quand cette façon de penser-là, elle est adoptée par les dirigeants, bien sûr, mais aussi par l'ensemble des employés, puis que ça devient vraiment quelque chose au quotidien, bien à ce moment-là, on parle de culture d'innovation. Et c'est cette culture d'innovation que nous devons stimuler. Au Fonds de solidarité, on compte parmi nos entreprises partenaires vraiment de très beaux modèles franchement inspirants. Je pense par exemple à une entreprise ici à Montréal, Ferme Lufa, qui cultive des fruits et légumes ici à Montréal, 12 mois par année, dans des serres sur le toit d'édifices commerciaux ou industriels. Wow! Quand on parle d'innovation, voilà l'innovation. Les premières serres en milieu urbain au monde, c'est ici à Montréal qu'elles ont été construites pour la première fois. Je pense aussi à Coveo, une entreprise dans le secteur des TI qui ne cesse d'épater l'industrie avec son moteur de recherche. Vous vous souviendrez, Madame la ministre, on a annoncé il y a quelques semaines l'investissement dans Caloum, ici à Montréal. Ils sont installés dans les locaux de l'École de technologie supérieure. Coveo s'attaque aujourd'hui au problème de saturation des réseaux Internet de demain. Le Québec vraiment regorge d'exemples d'entreprises qui innovent. Mais, malheureusement, il y en a encore trop qui tardent à vraiment embarquer dans ce train-là. Il y a plusieurs études qui démontrent que si le Québec se démarque par des aspects comme la disponibilité en capital de risque, le nombre de chercheurs, les facilités de recherche et développement, on continue de tirer de l'arrière sur d'autres aspects importants comme la productivité et l'intégration des technologies. Il existe un consensus à l'effet qu'il y a urgence d'agir. Il y a urgence d'agir pour inciter les entreprises à prendre vraiment le virage d'innovation. Et ça, il faut le faire si on veut rester compétitif à l'échelle nationale, à l'échelle nord-américaine et même à l'échelle mondiale. Bien entendu, et Pierre-Gabriel l'a bien souligné, innover, ça nécessite des investissements. Et un des freins à l'innovation identifié par les PME est d'ailleurs le manque de ressources financières. C'est pourquoi le Fonds de solidarité a décidé de consacrer une enveloppe de 120 millions de dollars sur 3 ans pour supporter des projets d'innovation. Il y a 75 millions de cette enveloppe-là qui iront dans des fonds comme Innovexport, dont nous avons annoncé le démarrage en septembre dernier. Innovexport va faire quoi? Innovexport, ça va appuyer la création d'entreprises innovantes visant vraiment des marchés mondiaux. Et lesquelles, ces entreprises-là, notre espoir, et on le souhaite, c'est que ces entreprises-là deviennent des fleurons économiques du Québec. Il y a un autre frein aussi à l'innovation et
c'est les entrepreneurs qui nous disent, c'est l'accès à l'expertise. Eh bien, depuis septembre, le Fonds accompagne 35 de ces entreprises partenaires dans des projets d'innovation. Et ça, on fait ça en collaboration avec Innocent. D'ailleurs, je pense qu'ils sont dans la salle aujourd'hui. Je les salue et je les félicite de leur travail. Je les félicite de leur travail parce qu'on a déjà, après quelques mois, on a déjà de bons exemples. Par exemple, le groupe PCM, c'est un manufacturier d'outillage dans le secteur de l'aérospatial. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a aidés à définir le plan stratégique et améliorer le cycle de fabrication de sa division TechFab. Avec les gens d'Innocentre, l'entreprise a réalisé une analyse vraiment détaillée de ses processus, de l'achat des matériaux, jusqu'à la planification du temps machine, en passant aussi par l'approvisionnement. Cela a permis à PCM TechFab de réduire son cycle de fabrication de 12 à 8 semaines. Imaginez les bienfaits sur la productivité de passer d'un cycle de fabrication de 12 à 8 semaines. Un autre exemple, la compagnie Jean-Bett, qui est vraiment un leader dans son domaine, qui fabrique du mobilier, des structures de jeux d'extérieur. Jean-Bett connaît une très forte croissance. Et on a appuyé avec Innocentre et on a revu complètement la structure organisationnelle pour faire face aux défis de cette croissance-là. Et elle a complété aussi, elle a revu ses stratégies de développement de produits et de marché. Le président de Jean-Bett, M. Caron, nous écrivait récemment pour nous dire que son entreprise s'attendait à croître de 30 % en 2017 et que le soutien d'Innocentre n'était pas étranger à cette performance-là. Comme vous le voyez ici ce matin, le gouvernement, le milieu des affaires, les institutions financières comme le Fonds de solidarité et Investissement Québec sont mobilisés afin de soutenir les entreprises qui souhaitent innover. L'accueil obtenu par la tournée propulsée de nos manufacturiers innovants dans toutes les régions, ça c'est la preuve que le Québec compte partout des entrepreneurs dynamiques qui ont soif d'innovation et de croissance. C'est extrêmement encourageant, puis moi, je suis vraiment persuadé qu'on est sur la bonne voie. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de faire de l'innovation une grande priorité pour le Québec. Merci à vous. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme Monique Leroux. Monique Leroux est entre autres, il faut dire entre autres, Mme Leroux, présidente du Conseil d'administration d'Investissement Québec et présidente du Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation. Mme Leroux. Madame la ministre, chers partenaires, chers entrepreneurs, et donc c'est un honneur pour moi de vous dire quelques mots ce matin. Tout d'abord, merci. Merci à vous tous d'être présents. Merci, vous me le permettrez, à l'équipe d'Investissement Québec et à son président de leur travail et de leur passion à faire en sorte que cette tournée et que ce forum aujourd'hui ait du succès. Merci aux partenaires qui ont été nommés, parce que sans vous, je ne crois pas que la tournée aurait pu réussir. Et merci, Madame la ministre, de votre conviction, de votre soutien et celui, bien sûr, du gouvernement du Québec. Évidemment, cette initiative, d'une certaine manière, et je pense que M. Côté en a parlé, c'est un peu comme un grand mouvement. Et permettez-moi de vous dire que personnellement, j'aime beaucoup les mouvements. Et je crois qu'on a besoin, au niveau du secteur manufacturier, de cette mobilisation. Il y a de magnifiques choses qui se passent au Québec, mais ce n'est pas toujours assez connu, reconnu, encouragé et soutenu. Et je crois que cette tournée, cette initiative va nous permettre de le faire ensemble. Ce que je retiens, en fait, c'est de ce plan 3 mots-clés. Innovation, mobilisation et action. Et en plus, on a accepté, avec l'ensemble des partenaires, d'y mettre des ressources financières. Et avec votre énergie, votre savoir-faire, pour moi, c'est clair qu'on va être capable de réussir.
J'ai envie de vous dire aussi que les travaux que vous avez faits à date, de même que le plan d'action qui a été présenté par M. Côté, vont inspirer le Conseil sur l'économie et l'innovation. J'ai le bonheur de travailler avec un groupe de 32 personnes. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises. Nous allons certainement vous présenter, Madame la ministre et au gouvernement du Québec, quelques orientations, recommandations d'ici l'été, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce que nous avons eu comme présentation ce matin et ce que vous faites sera certainement nous inspirer. Alors, en conclusion, je vous dirais, puisque c'est important qu'on puisse respecter notre temps ce matin, c'est ça l'efficacité aussi, c'est que bien sûr, on fait tous face à un vent de changement très important. Mais dans mon esprit, permettez-moi de faire une image, le vent doit gonfler nos voiles et nous en sommes capables. Et quand je regarde au Québec, on n'a peut-être pas l'avantage du nombre, mais le fait qu'on soit parfois moins nombreux, si on travaille ensemble, en se mobilisant, en innovant, en partageant notre savoir-faire, c'est sûr qu'on peut ensemble réussir. Alors, et vous êtes là, entrepreneurs, partenaires, gens d'affaires, regroupements comme la Chambre de commerce, avec la conviction que si on travaille ensemble, on peut réussir. Alors, pour le Québec et pour nous tous, je veux vous féliciter et je nous souhaite ensemble le meilleur des succès. Merci. Alors, je cède maintenant la parole à M. Alexandre Cusson, qui est premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Drummondville. M. Cusson. Merci, Mme Leroux. Madame la ministre, différents partenaires, distingués invités. Écoutez, d'abord, au nom de l'Union des municipalités du Québec, merci de nous avoir invités aujourd'hui à participer à cette journée ça vient un peu redire l'importance du milieu municipal dans le développement économique. Évidemment, comme maire de Drummondville, pour moi, le développement économique, la présence du manufacturier, c'est important. Drummondville est assurément l'un des milieux manufacturiers les plus dynamiques au Québec, parmi les plus dynamiques au Québec et au Canada. L'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, tenait le 14 octobre dernier un colloque sur le rôle municipal dans le développement économique. À cette occasion, un de nos invités, Jacques Ménard, président de BMO, groupe financier, disait, et je vais le citer, ce sera mon introduction, « Avant la mobilisation et tous ces traités de libre-échange, la concurrence mondiale opposait des pays et des gouvernements qui pouvaient prétendre contrôler l'économie par des politiques protectionnistes. Mais aujourd'hui, les marchés n'ont plus de frontières. Les compagnies s'internationalisent, les réseaux informatiques sont mondiaux et les citoyens comme les capitaux sont plus mobiles que jamais. Dans cette dynamique, ce sont les villes qui se retrouvent face à face, qui se bataillent pour attirer les talents et investir les créneaux les plus porteurs. C'est dans cet esprit-là que les villes du Québec souhaitent être de plus en plus présentes au niveau du développement économique, de plus en plus présentes pour soutenir l'innovation, pour soutenir l'arrivée dans les régions du Québec, partout au Québec, d'entreprises innovantes. Pour ce faire, les villes mettent différents moyens de l'avant. Parmi ces moyens-là et parmi les rôles que peuvent jouer les municipalités, c'est de s'assurer de maintenir un environnement compétitif pour les entreprises, toujours à des coûts raisonnables, aux coûts les plus bas possibles. Les municipalités doivent aussi créer des milieux de vie qui sont attractifs pour attirer les talents, mais aussi pour les retenir. Et ça, c'est un défi qui est fort important. Dans le contexte de la mondialisation de l'économie, les municipalités sont dorénavant dans un contexte de concurrence bien différent. Les enjeux de l'entreprise privée d'une municipalité sont différents, mais il y a une chose qui les unit, la vitalité de la communauté, le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée, la rétention des jeunes en région et l'intégration des immigrants sont importants pour les entreprises manufacturières. Il y a des statistiques qui parlent d'elles-mêmes et qui nous rappellent l'urgence d'agir. D'ici 2024, on prévoit une hausse du nombre des aînés de 80 % et une baisse des adultes de près de 4 %. L'immigration va s'imposer comme un moteur important
l'un des principaux moteurs d'ailleurs de la croissance de la population. Il faut être prêt. Les technologies de l'information doivent aussi contribuer au développement des villes québécoises, des villes intelligentes. Et nous devons imaginer des solutions pour les citoyens et les entreprises du 21e siècle. Pour y arriver, on devra travailler ensemble, tous les paliers de gouvernement, avec les entreprises, avec les structures de développement économique, avec les organismes comme Investissement Québec qui jouent un rôle fort dynamique dans nos régions. L'UMQ, pour y arriver, a créé d'une part un comité de travail sur les villes intelligentes et un plan d'action qui vise à soutenir et accompagner les municipalités qui veulent, et toutes les municipalités devraient le faire, entreprendre et consolider une démarche de ville intelligente. Et ça va favoriser le développement économique des communautés, ça va encourager le partage d'expertise et ça va permettre de développer des partenariats porteurs. Nous avons également mis sur pied un laboratoire d'idées sur le développement économique. Un laboratoire qui réunit des femmes, des hommes issus de différentes sphères d'activité, notamment les fonds d'investissement, le numérique, le manufacturier. L'objectif étant de trouver comment les municipalités du Québec peuvent mieux tirer leur épingle du jeu. Les municipalités ne doivent pas être perçues seulement comme des gens qui viennent vous mettre des règlements, qui viennent vous surveiller, qui viennent mettre des limites au point de vue urbanistique, mais les municipalités sont vos partenaires. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille, c'est dans ce sens-là qu'on veut avancer et qu'on s'est engagé avec le gouvernement du Québec dans un processus qui nous permet de réduire les coûts, qui nous permet de simplifier toute la question de la reddition de comptes et qui sera certainement aussi avantageuse pour le milieu manufacturier. Nous tiendrons également, dans le cadre de nos assises ici même au Palais des Congrès, au début du mois de mai, un grand colloque, un forum sur le développement économique. Nous aurons d'ailleurs le privilège d'accueillir Mme Monique Leroux, qui sera présente et qui participera à ce colloque. Donc, de plus en plus, les municipalités sont présentes et, M. Côté, vous faisiez référence à une prochaine tournée, une nouvelle tournée. On a applaudi votre premier passage dans nos régions du Québec, mais je peux vous dire une chose aujourd'hui, les villes du Québec, les municipalités du Québec sont prêtes, elles vous attendent, vous êtes les bienvenus tant que vous le voulez. Merci beaucoup, bonne journée tout le monde. Merci Mme Anglade, merci Mme Leroux, M. Cusson, Pierre-Gabriel. Et, mon Dieu, ce matin, je m'excuse Gaétan, à chaque fois que je pense à toi, j'oublie ton... Alors, je vous remercie d'avoir lancé la journée. Je vais vous demander de descendre et on va inviter les gens du premier bloc à monter sur scène. Le temps qu'ils se déplacent, vous aurez compris, en tout cas, que la mobilisation, elle est déjà enclenchée. Vous aurez vu à tous les paliers. Ce matin, il n'y avait pas ici le maire Coder qu'on avait invité, il ne pouvait pas être là. Mais c'est clair que les messages qu'on a reçus également de la CMM et de la Ville de Montréal sont à l'effet que sur le territoire de la métropole, tous les intervenants publics, toute l'administration publique est au rendez-vous pour cette mobilisation-là. Alors, on va avoir avec nous ce matin qui va débuter Louis Duhamel. J'ai invité d'ailleurs les autres, Luc Charette, qui est directeur stratégie et gestion opérationnelle de Pfizer, François-Xavier Souvé, qui est PDG de Lumen Pulse, Yves Proto, qui est coprésident de APN, and Harry Moser, President and Founder of Reshoring Initiative, to join us on stage. Président de cette initiative pour le rapatriement. Et apparemment, il y a de la traduction, vous avez pu tout suivre, c'est parfait ça. Je voulais dire deux mots. D'abord, c'est un ancien collègue dans une vie antérieure pour une entreprise qui n'existe plus ou qui était intégrée dans une autre entreprise. On a travaillé tous les deux chez Sécor. On était voisins de bureau. Et donc, ce que Louis va dire, s'il se trompe, c'est de ma faute, puis s'il a raison, c'est de la sienne. Ce que je sais aussi, c'est un petit clin d'œil de la vie. Il y en a qui comptent 50 buts ou 100 buts au hockey dans une saison, puis on les admire. Louis, c'est la 100e fois aujourd'hui qu'il fait cette présentation, 100 fois. Alors, si le Québec est mobilisé... Si le Québec est mobilisé, c'est parce que Louis, à travers ses présentations, a bien expliqué le potentiel du manufacturier innovant pour le Québec. Je lui laisse venir faire sa présentation. Louis Duhamel. Merci beaucoup.
Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette 100e présentation. Je pensais jamais, il y a 4 ans, pouvoir dire ça un jour. Alors, quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais dit, ça va pas vos affaires. Alors, ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler d'un sujet qui est, comme vous savez, qui me tient à cœur, le secteur manufacturier. C'est une micro-présentation de 15 minutes. Habituellement, elle dure entre 40 et 60 minutes. Donc, la première question à se poser, c'est pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Bien, c'est parce que le secteur manufacturier est un champion de l'économie du Québec, champion à différents niveaux, champion de l'innovation. On ne parle que d'innovation, le mot le plus googlé sur la Terre actuellement. Et les investissements en innovation au Québec, dans le manufacturier, étaient de 55 % de tous les investissements. Ils sont passés à 59 points quelques dernièrement. Donc, la part du manufacturier dans l'innovation au Québec est en hausse. On ne parle que d'exportation aussi avec la stratégie d'exportation qui a été lancée il n'y a pas tellement longtemps par le gouvernement du Québec. Bien, qui fait la job de prendre l'argent ailleurs, à l'étranger et de la ramener au Québec? C'est le secteur manufacturier, 90 % des exportations de biens, incluant les denrées agricoles, les denrées minières, et à peu près 80 % de toutes les exportations. Encore une fois, le secteur manufacturier livre la marchandise. Le secteur manufacturier est aussi champion de la classe moyenne. Alors, près de 800 000 emplois directs et indirects. Le salaire moyen dans le secteur manufacturier est 22 % plus élevé que dans le reste de l'économie. Ce qui me fait dire que c'est un champion des finances publiques parce que ça fait des bons payeurs de taxes. dont le gouvernement a besoin, le secteur manufacturier, en nombre massif également. Et donc, pour l'assiette fiscale du gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, secteur manufacturier, c'est plutôt intéressant. Donc, encore une fois, un champion de l'économie. Il y a actuellement sur la Terre un mouvement de réindustrialisation qui est notoire et pas dans les endroits où on penserait, surtout dans les nations à économie développée. Le PIB manufacturier aux États-Unis est en hausse. Il est en hausse en France, il est en hausse en Italie, en Angleterre, 15 % d'augmentation en Angleterre. Il est en hausse partout sur la Terre. Donc, il y a ce grand mouvement de réindustrialisation que l'on voit partout. Qui aurait pensé ça? Et vous savez, j'arrive au Québec. Au Québec, ça fait 4 ans qu'on est dans les 14 points quelques % de l'économie. C'est le deuxième secteur après le secteur financier, si on exclut les gouvernements, en importance dans l'économie du Québec. Et il faut que vous le disiez à 10 de vos meilleurs amis, le secteur manufacturier québécois n'est plus en déclin. Il a augmenté de 3 % au cours des 4 dernières années. Il est résilient, il est solide, il ne demande qu'à monter. Beaucoup d'experts m'ont toujours dit, M. Duhamel, vous allez voir, le secteur manufacturier, c'est une fatalité, il va descendre, il va continuer à descendre. Bien, écoutez, ça ne résiste pas à l'analyse parce que tout le monde monte actuellement. Alors, on fait comme les autres. Et souvent, on dit, c'est ailleurs, ça se passe loin de chez nous. 10 des 17 régions administratives au Québec actuellement, sont en hausse de PIB manufacturier. Alors, ça ne se passe pas à l'autre bout du monde, ça se passe chez nous, ici au Québec. Donc, on est ici parce qu'on travaille sur un bon secteur qui peut aller encore plus loin et qui va créer beaucoup de richesses au Québec. Maintenant, ayant dit cela, on a des défis, mais moi, j'en vois un. Si je veux que vous rappeliez une seule chose par rapport à notre défi, c'est celui que vous voyez à l'écran. Les investissements privés dans le secteur manufacturier sont stagnants depuis quelques années. Dans les grandes années manufacturières, quand on avait la devise de notre côté, puis on n'avait pas encore les pays émergents, vous savez, on était sur l'attaque à 5 tout le monde. Là, l'analogie avec le hockey était parfaite. L'attaque massive en tout temps. 5 hommes et femmes sur la glace contre l'adversaire. On gagnait presque tout le temps. Mais quand toutes les tuiles sont arrivées sur la tête des manufacturiers, comme la devise, les pays émergents, la hausse des coûts, etc., bien, on a baissé jusqu'à 3,5 milliards. On est parti de 7 milliards, comme vous voyez. Et on est remonté, bon an, mal an, jusqu'à 4,5 milliards. Mais le plan que j'ai pour vous, il est très simple. Dans les 5 prochaines années, on va monter d'11 % par année. 11 %. Atteignable, très jouable. On va monter d'11 % puis on va monter à 8,5 parce qu'il faut inclure l'inflation dans ça. Puis on va au moins revenir où on était en l'an 2000. Ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire qu'on va pouvoir innover au niveau des produits. On va avoir des produits à valeur ajoutée, des produits à haute intensité technologique. On va avoir des procédés. On va être dans l'automatisation avancée. On va avoir formé nos employés. On va avoir comblé les écarts de compétences. On va avoir diversifié nos marchés. Puis on va avoir exporté. On va avoir augmenté nos exportations parce qu'on va avoir investi. Et ça, c'est, d'après moi, le grand défi. Et puis, j'espère que ça commence en sortant de la salle tout de suite après, qu'on va se mettre au travail.
Maintenant, pourquoi on n'investit pas? Les gens me disent, ben oui, mais c'est évident que c'est vertueux, on investit et toutes ces belles choses vous arrivent. Ben, il faut aller dans la psychologie quand on parle de l'investisseur. Si vous n'avez pas confiance dans le marché immobilier, vous ne vous achèterez pas de maison. Alors, il faut penser un petit peu à ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des manufacturiers actuellement? Et il y a une question de confiance qui n'était pas là. On avait l'impression d'être dans un secteur qui n'était plus en vogue, qui était en déclin, etc. Mais on voit que ça ne résiste plus à l'analyse. On voit que, notamment, le gouvernement du Québec a démontré une affirmation politique et économique extrêmement forte, comme toutes les nations manufacturières sur la Terre. Les manufacturiers sont sur une vague en ce moment. Ils sont dans le secteur le plus en vogue, le plus innovant, qui fait toutes les bonnes choses qu'on veut qu'un secteur fasse. Et ce qu'il faut faire, parce que les moyens, on va les avoir. On a de l'aide financière, on a de l'aide technique. Il y a combien d'associations, de regroupements au Québec qui peuvent aider les manufacturiers? Il y a tout ce qu'il faut au Québec, mais il faut, pour changer la donne, parler des opportunités. Parce que vous connaissez l'expression « l'occasion fait le larron ». Alors, il faut parler des opportunités. C'est ça qui fait qu'on va investir et qu'on va on va avoir des retours sur l'investissement et on va faire de grandes choses. Je vous propose quatre opportunités. La première, c'est que dans vos entreprises, je pense qu'on peut dire que vous vous occupez de votre meilleur client, tous et chacun, peu importe dans quel secteur vous êtes. Et notre principal client, c'est les États-Unis d'Amérique. Et oui, je suis au courant qu'il y a eu des élections en novembre dernier. Oui, je suis au courant de ça. Reste que notre meilleur client croît plus vite que nous. D'ailleurs, l'économie américaine croît plus vite depuis l'élection de novembre dernier, qu'on le veuille ou non. Il y a beaucoup de secteurs qui sont en hausse et surtout que si jamais il y avait une renégociation quelconque, tout ça, il y a de l'incertitude par rapport à ça, mais on a au moins 2 ans devant nous pour bouger rapidement et exporter davantage aux États-Unis. La deuxième, c'est l'accord de libre-échange avec l'Europe, la plus grande opportunité économique du Québec des 30 dernières années. Nous, au Québec, on va se dérisquer des États-Unis jusqu'à un certain point parce qu'on va être au Canada, la seule nation dans le monde qui a un accord de libre-échange avec le deuxième plus grand marché sur la planète, 28 États, 500 millions de personnes. Et nous, on va payer 0 % de douane, puis la moyenne de tous les autres vont payer 14 % de douane. C'est une équation facile à comprendre. On retourne sur l'attaque massive, on retourne sur l'attaque à 5 en tout temps. Et le drame de ça, c'est que je parle à des entreprises, comme consultant, je vois des entreprises toutes les semaines. « Ouais, c'est quand ça, l'accord? Oui, c'est-tu signé? Oui, c'est-tu pour bientôt? » Oui, c'est là, c'est en ce moment. Est-ce qu'on a un plan fiscal? On a-tu choisi des marchés? 28 marchés assez différents l'un de l'autre. Nos produits sont-ils conformes? Il y a beaucoup de devoirs à faire pour exporter sur l'Europe et il faut s'y mettre immédiatement et ça presse. La troisième opportunité, quelque chose dont on n'avait pas parlé au Québec depuis longtemps, c'est de regarder nos importations. On importe 77 milliards de produits manufacturés au Québec. Nous, ça nous a tenté de regarder cette liste-là. Quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on importe tant que ça au Québec? Et est-ce que, par hasard, le reste de l'Amérique du Nord l'importerait tout autant? Donc, on a fait un filtre. On a regardé tout ce qu'on importe, tout ce que l'Amérique du Nord importe également, puis on a regardé les capacités techniques du Québec manufacturier en marge de ça. On a trouvé 80 opportunités d'une valeur totale d'à peu près 9 milliards de dollars qui créerait 25 000 emplois. Et le grand expert sur la question, M. Moser, m'a dit que j'étais trop conservateur. Alors bon, peut-être essayer de dire entre 25 et plus. Et donc, en travaillant avec un projet de développement économique dans toutes les régions du Québec où on peut substituer des produits qu'on importe, où l'économique fonctionnerait, où on pourrait le fabriquer au Québec et on pourrait le faire partout, va rapidement nous amener une richesse additionnelle qu'on va pouvoir capter. La dernière, c'est Industrie 4.0, la 4e révolution industrielle. C'est essentiellement l'arrivée du numérique. Le secteur manufacturier est un des derniers secteurs. Dans le secteur touristique, le numérique est arrivé, dans le secteur des transports, dans le secteur financier, dans le secteur du commerce de détail, le numérique est arrivé. Mais là, il arrive dans le secteur manufacturier et c'est certain que c'est beaucoup un phénomène allemand jusqu'à présent, mais qui va faire boule de neige très, très rapidement.
Tout va être intégré, connecté, les robots vont collaborer ensemble. On s'en va dans une autre dimension. Et au Québec, on a un choix. On veut être leader sur cette question-là, ou on veut suivre, ou on veut attendre et voir qu'est-ce qui se passe. Mais je vous dis, attendre, voir qu'est-ce qui se passe, c'est une mauvaise idée. Il va falloir, tous et chacun, qu'on regarde cette question-là. Et c'est là que l'ère du manufacturier innovant prend tout son sens. Il va falloir assumer un leadership sur cette question, puis on est capable de le faire, j'en ai aucun doute. Donc, j'espère que l'an prochain, je ne vous parlerai pas de 4.0 pour vous dire que c'est un défi critique du Québec. Pour l'instant, c'est une grande opportunité. Autre sujet, on me demande toujours, l'État a-t-il un rôle? Poser la question, c'est y répondre. Le gouvernement du Québec a déjà fortement répondu à cette question il y a déjà 1 an avec cette démonstration, cette affirmation politique. Tout d'abord, par la voix même du premier ministre et de sa ministre de l'Économie, de dire le secteur manufacturier est important et nous allons être l'État partenaire, nous allons être là pour appuyer les entreprises. Donc, on parle ici, dans un premier temps, de le vouloir, la volonté. Rien ne se fait sans volonté corporative dans vos entreprises, vous le savez, rien ne se fait sans volonté politique. Deuxièmement, leadership. Investissement Québec a été nommé dûment pour assumer le leadership sur cette question-là, de nous amener au bon positionnement dans notre secteur manufacturier et amener les investissements privés dans l'équation. Et donc, le leadership est là avec Pierre-Gabriel Côté, Sylvie Pinsonneau, les co-leaders, et on est là. Troisièmement, il fallait se faire un plan de match qui a été fait par le milieu. Et donc, on a fait ça dans les règles de l'art. Ils ont fait ça dans les règles de l'art. Donc, en ayant des gens comme vous et moi dans la salle pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour réussir le défi que l'on s'est donné. Et ce plan-là existe. Il vous a été présenté tout à l'heure en partie par Pierre-Gabriel Côté. Et donc, le dernier point, c'est de créer la mouvance parce que les investissements privés sont stagnants, mais pas pour les bonnes raisons. Tout va dans le sens du secteur manufacturier actuellement et la mouvance est commencée, elle va continuer dans les prochaines années et vous allez voir, vous allez entendre parler beaucoup du secteur manufacturier et on espère que tout le monde va joindre ce mouvement-là d'emblée. En conclusion, je vous le dis, il n'y a rien que le Québec manufacturier ne peut faire s'il le souhaite vraiment et s'il se donne, il s'en donne la peine. Quelques exemples. Chez nous, au Québec, partout dans le monde, 1 voiture sur 2 sur la Terre a un ressort fabriqué par une firme du Bas-Saint-Laurent qui s'appelle Ressort Liberté, incluant l'Aston Martin de James Bond. L'an dernier, la Russie a envoyé un satellite dans l'espace à partir du Kazakhstan. Ce satellite-là était fait, 80% du satellite était fait ici au Québec, dans la région de l'ouest de Montréal. On est devenus les spécialistes des stades au Québec. C'est pas compliqué. Le stade mythique des Américains, le sport national des Américains, le baseball, le Yankee Stadium, le magnifique nouveau Yankee Stadium, avec toute son architecture en béton préfabriqué et toute son ossature métallique, faite par 2 firmes du Québec, une firme de la Beauce, le groupe Canam, puis une firme du Lac-Saint-Jean, qui est béton préfabriqué du lac. Ils ont récidivé avec le stade le plus extraordinaire sur Terre qui va être inauguré en septembre prochain, le stade de l'équipe Cendrillon de la NFL l'an dernier, les Falcons d'Atlanta qui sont allés au Super Bowl, qui arrivent dans le plus beau stade, le Mercedes-Benz Stadium, encore une fois, une création québécoise, sans parler du stade des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, eux qui ont gagné le Super Bowl. On est partout sur la Terre maintenant en demande, et même les Américains qui, je pense, ont quelques talents en infrastructure, je penserais que oui, viennent chercher l'expertise québécoise manufacturière pour le faire. On a ici à Montréal, dans l'est de Montréal, le plus grand manufacturier mondial pour les habits pour hommes. Je parle de la firme Peerless, de mon ami Elliott Lifson qui est là-bas, qui est un grand manufacturier. Et c'est incroyable de penser qu'on est un leader mondial dans un secteur comme le textile innovant. Le groupe Soucy de Drummondville, M. Cusson était ici tout à l'heure. Les éliminatoires du hockey vont commencer bientôt. Une chance qu'ils sont là parce qu'on n'aurait pas de rondelle, parce qu'ils font la rondelle pour toutes les équipes de la Ligue nationale, d'une part.
c'est quand même un fait d'armes intéressant, et qui exporte partout sur la planète, dans plusieurs secteurs agricoles, commerciaux, militaires, des chenilles pour toutes sortes de véhicules. Le groupe Soucy est devenu tout récemment le 25e manufacturier en importance au Québec, avec une croissance phénoménale. Donc, c'est partout au Québec. Je finis par un de nos panélistes, M. Souvé, après. C'est extraordinaire de penser non seulement qu'il vient de faire un investissement majeur en Montérégie, tout près de Montréal, ici, et que, outre les projets prestigieux qu'ils ont déjà partout sur la Terre avec leur système d'éclairage, je peux parler du Soldier Field aux États-Unis, la plus haute tour de Londres, etc. Mais la France leur a demandé d'éclairer le premier attrait touristique sur la Terre, l'Arc de Triomphe. Ceux qui se rappellent l'an 2000, la Tour Eiffel, c'était pas mal. Hein? La Tour Eiffel, c'était pas trop moche. Je pense que les Français en éclairage sont assez bons. Et, encore une fois, le génie québécois manufacturier qui réalise des projets extraordinaires sur toute la Terre. Alors, je vous dis, toutes les conditions sont actuellement réunies. Toute l'aide disponible, technique et financière est là. Il ne reste qu'à foncer ensemble, propulsion de manufacturier innovant. Merci de votre écoute. Merci Louis. Je t'écoutais, c'était excitant à tout point, mais j'ai pensé même que dans ton excitation, tu allais peut-être parler du futur stade de baseball à Montréal. On aura en tout cas toute l'expertise si jamais on s'y rend pour le construire. Ce ne sera pas construit par des Américains, c'est ça le point. Hein? Alors, messieurs, merci d'avoir accepté de participer à ce panel. Je rappelle, on a Luc Charette ici qui est directeur stratégie et gestion opérationnelle chez Pfizer. Nous avons avec nous François-Xavier Souvé, dont on vient de parler, PDG de Lumenpulse. Et nous avons Yves Proteau, coprésident de APN. Et je vais commencer tout de suite par une première question générale. Vous êtes des entreprises de taille très différentes, de secteurs très différents. Et on parle de manufacturier innovant, de manufacturier 4.0. Je me disais, petite question toute simple. Quand vous dites que vous êtes dans du manufacturier innovant, là, où est-ce que c'est le plus vrai d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue de vos stratégies? Où est-ce que vous êtes le plus innovant d'après vous, rapidement? Chez nous, on fait partie d'une grande entreprise, mais en même temps, on est une petite usine, une parmi 62. Puis je pense que ce qui fait la grosse différence chez nous, c'est les gens. Alors, un petit peu comme M. Morin le mentionnait précédemment, c'est l'innovation, ça passe beaucoup par l'innovation des procédés, puis l'innovation des processus autour des procédés. Et pour ça, ça fait une grosse différence. Les gens, les procédés, les processus. Lumenpulse? Nous, on avait un enjeu d'offrir pardonnez-moi l'anglicisme, une mass customization avec des délais de livraison ultra rapides. On visait être capable de servir notre clientèle avec des délais de 2 à 4 semaines, mais en gérant une chaîne d'approvisionnement avec l'élément le plus long de la chaîne, ayant 27 semaines de livraison. Alors, pour y arriver, il fallait avoir une stratégie que nous, on a appelée une intégration virtuelle. Pas une intégration verticale, mais une intégration virtuelle. Puis c'est toute la stratégie 4.0 qui nous a permis d'y arriver. On va y revenir. Mais donc, vous dites, nous, là, c'est vraiment dans nos processus, l'accélération. Absolument. L'accélération, c'est là où votre innovation a été la plus performante. Et vous? Donc, nous, c'était dans la connectivité. Donc, connecter toutes les machines, tous les équipements, tous les systèmes, utiliser les données et ensuite de ça, implanter des algorithmes pour prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Donc, la connectivité. Ce que je trouvais important de montrer d'entrée de jeu, c'est comment cette espèce d'innovation, ce manufacturier innovant 4.0, là, ça prend des aspects très, très, très différents. C'est pas une recette qui s'applique à tout le monde et ça fonctionne. Mais en même temps, je me disais, puis on peut peut-être commencer avec François-Xavier, des gens qui veulent faire ce même type d'innovation. Dans votre cas à vous, c'était accélérer, s'assurer qu'on va être capable de livrer très rapidement. C'est quoi le principal défi à relever? S'il y avait un ingrédient dans la recette, peu importe ce qu'on doit faire en innovation, quel est l'ingrédient pour vous qui était le plus essentiel?
y en a plus qu'un. J'aurais passé de la journée pour en parler. Mais en le synthétisant, en fait, l'élément le plus essentiel, c'est de comprendre ces processus, là, premièrement, là, de comprendre vraiment ton processus d'affaires, comment il fonctionne, trouver les éléments faibles, puis après ça, de le mapper à l'intérieur d'une stratégie qui faisait du sens. Nous, l'enjeu principal, c'est quand tu crois rapidement, tu dois avoir des gens. Nous, on fait ce que j'appelle la configuration sur commande, là. Donc, on a une chaîne d'approvisionnement virtuelle avec beaucoup de sous-traitants intégrés qui ont tous des délais de livraison différents. On a évidemment des commandes qui rentrent qu'il faut les livrer rapidement à nos clients, avec beaucoup de flexibilité en termes de capacité de production qu'on doit avoir pour faire face à cette demande-là. Donc, la formation du personnel, c'est un enjeu majeur. Et pour y arriver, nous, avoir cette formation-là, il a fallu qu'on innove au niveau d'avoir un environnement sans papier, que les lignes de production soient entièrement informatisées avec vraiment un tutoriel de formation qui fait qu'un employé peut devenir extrêmement confiant très, très, très rapidement. Donc ça a été vraiment l'enjeu, un enjeu de communication, de formation puis de compréhension de tout le processus. D'intégrer les tests aussi directement sur les lignes pour assurer une bonne traçabilité, mais aussi une qualité quand tu livres ton produit. Fait que bref, c'est toute cette chaîne-là. Et il fallait faire ça, puis vous l'avez dit, dans une période de croissance. Donc il y a des défis qui sont propres à une croissance, puis il y a des défis qui sont propres à ajuster ces processus tout au long de la croissance. Vous avez dit que ça repose beaucoup sur, entre autres, la formation des individus, s'assurer qu'ils sont capables de suivre ou même d'innover de même. Revenons sur l'humain dans tout ça, revenons sur ce facteur-là clé. Chez Pfizer, ça prend quelle forme? Formation continue, des gens qui viennent de l'extérieur. Comment vous travaillez avec l'humain? Bien, ce qui est important, c'est de mobiliser les gens. Comme François-Xavier le mentionnait, l'industrie pharmaceutique, quand j'ai débuté il y a quelques années à peine, l'industrie pharmaceutique faisait beaucoup de papier. En fait, on faisait plus de papier qu'on faisait de comprimés. Mais aujourd'hui, dans le fond, on a intégré tout le volet qualité, tout le volet production, puis tout le volet formation à travers tout ça. Mais c'est vraiment la mobilisation des collègues chez Pfizer, on est des collègues, c'est la mobilisation des collègues qui va faire la différence, parce que c'est à travers eux qu'on va améliorer le procédé, c'est à travers eux qu'on va améliorer le processus. Puis c'est notre façon de nous démarquer. Connectivité, vous en avez parlé. Connectivité veut probablement dire aussi que tout s'accélère. Ça veut probablement dire aussi que les façons de faire changent. Le travail en équipe change. Comment ça s'est opéré, cette connectivité, chez vous? Ben, au départ, ça a commencé par petit. Donc, nous, on n'est pas une grande entreprise. Il y a 5 ans, on avait engagé un stagiaire en mécatronique, puis qui avait branché les premières machines. Lorsque ça, on a compris que c'était possible et pas très facile, pas très difficile, donc on a accéléré cette connectivité-là. On a accéléré la cueillette de données. Et tantôt, quand on parlait de main-d'œuvre, on a rajouté totalement un autre type de main-d'œuvre dans notre organisation. Donc, on a passé souvent, nous, c'était des ingénieurs mécaniques, à des informaticiens, à des mathématiciens, à des gens en génie logiciel pour changer la façon de faire les affaires, de partir d'une entreprise traditionnelle manufacturière à devenir une entreprise plus basée sur la technologie. J'ai une question qui me brûle les doigts parce que les gens me disaient, vous avez commencé avant que ça soit à la mode. Vous avez commencé, vous avez fait certaines transformations, puis c'était pas encore dans l'air du temps. Donc, vous avez vu venir. Vous avez été précurseur. Je vous dirais présentement, qu'est-ce que vous faites parce que vous voyez venir? Qu'est-ce que vous faites où vous vous dites, là-dessus, il faut qu'on bouge avant tout le monde? Ben, l'année dernière, quand on a vu, parce qu'on a commencé avant que le 4.0, existe, l'année dernière, on avait fait une auto-évaluation. C'était une auto-évaluation qui venait de l'Allemagne. Et suite à l'auto-évaluation, on a vu qu'on était dans les 1,6% les meilleurs, en Allemagne. Le lendemain, j'ai doublé le budget de développement. J'ai dit à mon équipe, ça arrive pas souvent qu'on est dans le peloton de tête. Donc, j'ai dit là, ce qu'on va faire, on regarde pas en arrière et on fonce encore plus vite. Donc, la notion du 4.0, c'est une notion de vitesse. Quand je parlais de technologie, c'est la même logique que les entreprises de logiciels.
c'est la vitesse qui va faire toute la différence. Donc, peut-être une réflexion que j'ai lue dans un livre, on dit, comme dans la nouvelle ère du 4.0, ce ne sera pas les plus gros qui vont manger les plus petits, mais les plus rapides qui vont manger les plus lents. Donc, on essaye d'être les plus rapides. Être les plus rapides. Moi, j'ai une question pour Pfizer, puis vous avez le droit là, de faire comme si personne ne vous écoutait à l'extérieur. Pfizer, c'est une grosse multinationale. Vous avez dit qu'il y a une usine. Moi, je l'ai déjà visité dans le temps où c'était Wyatt. La question qui se pose, c'est que vous êtes dans une dynamique de concurrence interne perpétuelle. La grande multinationale peut décider qu'elle investit à Montréal ou au Brésil ou ailleurs. Comment vous amenez la grande multinationale à voir l'intérêt de toujours réinvestir à Montréal? Quels sont les atouts dont vous vous servez pour rester parmi les endroits les plus innovants dans Pfizer sur ces usines? En fait, on dit en anglais « the proof is in the pudding ». Alors, il y a deux conditions vitales au sein de Pfizer. La première, c'est la qualité. Ça, c'est le prix d'entrée, puis pas de qualité, pas d'usine. Ma patronne aime à dire aussi que si aujourd'hui Pfizer avait à construire une usine, ce serait sans doute pas au coin de Marcel-Lorrain puis Côte-Vertu. Quand vous l'aviez visité, c'était Wyatt. Moi, dans mon temps, c'était Ayerst. C'est toujours la même usine. Mais ce qui fait la différence aussi, c'est le prix de revient à la fin de la journée. Puis ce qui fait qu'on peut être compétitif dans un environnement où on n'est pas un paradis fiscal comme en Irlande ou comme à Porto Rico, puis il fait un peu plus froid qu'à Porto Rico d'ailleurs. Ce qui fait qu'on peut être compétitif même quand le coût unitaire de la main-d'œuvre est plus élevé, ben c'est justement la valeur ajoutée de la main-d'œuvre. Puis vous ne trouverez pas chez nous des robots puis des lignes qui sont hautement spécialisées. Puis pourtant, en 2012, quand Pfizer a décidé de revoir la configuration de son réseau, ben, il y a des grosses usines qui ont fermé, puis on a investi à Montréal. Alors, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut se démarquer puis assurer la pérennité de l'usine à Montréal. Lumenpulse, vous êtes dans la même dynamique de concurrence, c'est pas interne. Moi, j'ai l'impression qu'il fut une époque où il y en avait moins de firmes qui étaient dans votre créneau. J'imagine que ce sont tous ou toutes des firmes très agiles qui veulent innover. Comment vous vous démarquez et comment vous protégez? Brevetez-vous? Secret industriel? Comment on fait pour être l'innovateur et garder cette longueur d'avance quand on innove soi-même? Ben, on ne doit jamais penser qu'on est arrivé à quelque chose. Il faut tout le temps être en déséquilibre. Moi, je dis toujours aux gens, à partir du moment que vous pensez qu'on l'a, c'est parce qu'on commence à descendre. Il ne faut jamais penser qu'on l'a. Fait que ça, c'est le premier mindset à avoir. Le deuxième, c'est de ne pas avoir une approche réactive par rapport à la concurrence. C'est plutôt de comprendre c'est quoi les enjeux dans notre secteur, puis de comprendre les applications, puis de dire est-ce qu'on peut avoir une solution innovante pour résoudre ces problèmes-là, résoudre ces applications-là, puis arriver avec une approche nouvelle qui est plus axée sur la solution que les ingrédients de la solution. Fait que ça, c'est le deuxième mindset. Et troisièmement, oui, une gestion de la propriété intellectuelle, c'est important. Lumenpulse a plus de 100 brevets octroyés avec à peu près 80 en instance. Pour une jeune société comme nous, c'est quand même une belle position au niveau de propriété intellectuelle. Par contre, c'est pas gage nécessairement que tu es innovant parce que tu as beaucoup de brevets. Il faut que ça soit des brevets qui soient intelligents. Et c'est pas toujours la bonne stratégie de breveter. Des fois, d'avoir un secret commercial, un trade secret, c'est plus intelligent qu'un brevet. Fait qu'il faut y réfléchir. Mais je dirais que stratégiquement, c'est de comprendre de l'innovation, il faut qu'elle passe par tous les secteurs de l'entreprise, dans la façon d'arriver à donner une expérience client qui est supérieure. Fait que oui, par le produit et tout ça, mais ça passe aussi par toute l'expérience client interne aussi. Comment on arrive à développer tout le processus. Moi, je dis toujours que ça commence par le premier coup de téléphone à aller jusqu'à la facture. Comment ça se passe, cette chaîne-là? Et nous, chez nous, on est très soucieux d'essayer d'innover dans tous ces secteurs-là. Les innovations, des fois, on veut que ça vienne de l'interne, hein, puis vous avez dit, vous avez doublé vos budgets. Il y a des sociétés, puis les pharmaceutiques ont souvent l'habitude de dire, moi, je vais aller identifier là, des petites sociétés, soit c'est parce que leur produit est innovant ou ils ont des applications innovantes, puis on va acquérir de l'innovation à l'externe. Moi, je m'intéresse à ce que les plus petits, réfléchissez-vous des fois à dire, OK, je vais aller chercher de l'innovation à l'extérieur, je vais aller l'acquérir, ou bien vous êtes vraiment dans un mode, il faut que je la développe
et je vais avoir un avantage parce que moi, je vais l'avoir développé. Dans le cause que nous, on a fait des acquisitions, ce qu'on a été chercher, c'est le savoir-faire et la clientèle. Pour ce qui est de l'innovation de la fabrication, c'est notre spécialité. Donc, c'est les deux choses que nous autres, on recherche lorsqu'on va chercher. Donc, savoir-faire et clientèle. Et dans votre core, vous dites, nous, c'est notre core, on innove, puis dans ce qui pourrait être autour, là, vous allez vers des acquisitions? C'est ça. Donc, on pense qu'on est les meilleurs pour fabriquer les produits, mais très souvent, c'est difficile d'entrer chez des clients. On a des clients dans le domaine de la défense aux États-Unis aujourd'hui, puis on aurait mis 10 millions de dollars dans le développement de marché, puis ça aurait été impossible. Mais en achetant un fabricant, une entreprise américaine, ça nous a ouvert les portes directement, puis le jour 1, on est devenus des Américains. Lumenpulse, êtes-vous dans un mode où c'est de l'innovation interne, c'est de l'innovation par acquisition parfois? Comment vous voyez ça? Nous, on trace toujours un roadmap de développement qui est une vision interne. Au départ, c'est vraiment la vision interne de ce qu'on voit pour les 3-4 prochaines années, jusqu'à 5. Puis après ça, dans la manière qu'on l'exécute, ça devient vraiment une décision stratégique de time to market, la vitesse pour aller chercher le marché, puis de ton expertise interne. Tu dis, est-ce que c'est un make or buy? Est-ce que c'est cette approche-là? Toujours plus intéressant de faire du développement interne. Les retours sur investissement sont toujours supérieurs à n'importe quelle acquisition. Tu réduis le risque d'exécution aussi. Mais certaines acquisitions stratégiques peuvent aider l'entreprise à se propulser à un autre niveau. Nous, on en a fait une il y a 1 an dans un secteur en très, très forte croissance, dans le secteur des bureaux puis de l'éclairage public et tout ça. Et pour nous, de développer la gamme de produits dans ce segment-là de marché qui est en très, très forte croissance, nous aurait pris beaucoup de temps pour être capable d'aller chercher le marché. Puis l'expertise qu'on allait chercher n'était pas qu'une entreprise performante, mais il y avait des gens innovants qui allaient pouvoir nous amener ailleurs comme compagnie, globalement. Fait que ça faisait du sens parce que c'était beaucoup de synergie par la même acquisition. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup, je trouve, puis c'est la rapidité. Vous avez dit, on accélère la rapidité dans nos processus. Quand on veut innover, on veut de la rapidité aussi, rapidité d'accès à des marchés, rapidité de développement de nouvelles lignes, ou en tout cas de pénétration de nouveaux marchés aussi. C'est très important. Moi, je me retourne vers Pfizer, puis une question qui est souvent présente, c'est quand on admire l'Allemagne pour beaucoup de choses, et on admire l'Allemagne aussi pour cette espèce d'intégration entre les institutions de formation, les établissements de formation technique et les entreprises manufacturières. Et là, c'est presque de la rapidité encore une fois. C'est comment s'assurer que ceux qui sont formés vont pouvoir intégrer très rapidement par la suite le marché du travail, très fonctionnel rapidement. Je suis intéressé à vous demander, puis peut-être Pfizer, mais les autres aussi, pour ce qui est de l'innovation, faites-vous ça juste avec vos employés établis ou vous allez chercher aussi des jeunes dans les établissements d'enseignement, dans les établissements de formation technique? Contribuez-vous à les tirer vers vos défis d'innovation? Oui, on a même une chaire de recherche à l'usine en partenariat avec l'Université de Sherbrooke. Mais c'est pas aussi développé que ce qu'il y a en Allemagne présentement. C'est certainement quelque chose dont on pourrait bénéficier davantage. Ceci dit, on n'est pas des Allemands, puis il faut lui donner une tournure québécoise, c'est certain. Une des choses qui fait une grosse différence, puis qu'on réalise pas ici en région métropolitaine, c'est qu'on a quand même accès à un bassin de main-d'œuvre qualifiée. Puis j'ai eu à dépanner récemment une usine en Pennsylvanie centrale où ils ont accès à un coût unitaire de main-d'œuvre qui est relativement bas. Mais très difficile d'y attirer de la main-d'œuvre qualifiée, très difficile d'y maintenir la main-d'œuvre qualifiée, puis ça devenait, dans le fond, un enjeu stratégique pour eux autres. Alors, nous, on a un gros avantage de ce côté-là. Maintenant, tout le volet formation, si on pouvait avoir des gens qui sont encore plus intégrés à nos besoins, ça diminuerait notre effort de formation. Ça, c'est certain que ça pourrait nous aider. Puis vous, les petites boîtes, ou plus petites boîtes que Pfizer quand même, avez-vous cette ouverture, avez-vous déjà intégré dans vos équipes
appelons-les des stagiaires de luxe, si on veut, là, mais des jeunes compétents? Présentement, chez APN, on a 2 étudiants au doctorat qui font présentement le doctorat chez nous. Un dans la maintenance prédictive, l'autre dans la planification dynamique. On a un étudiant qui fait sa thèse de maîtrise chez nous. On a en moyenne, on a toujours 10 stagiaires qui vont aller des étudiants professionnels de cégep, du bac, en temps plein. Donc, on a essayé de amener un petit peu la notion allemande chez nous. Bravo. Avez-vous quelque chose chez Lumen Pulse? Allez-vous le mettre en place? On a toujours eu des stagiaires. On continue d'en avoir à la fois à Montréal et aussi à nos bureaux de Boston, où est-ce qu'on fait de la R&D également. Mais on favorise beaucoup les mouvements latéraux aussi à l'interne. Parce que ce qui crée de l'innovation, là, c'est quand tu déstabilises tes gens à l'interne aussi. Fait que de ne pas les garder trop longtemps dans le même rôle, ça crée de l'innovation, puis ça bouleverse des choses, puis c'est positif. Le temps a filé, mais je retiens, puis peut-être, là, vous avez tous pris les mêmes notes, mais je retiens d'abord l'importance du capital humain. C'est fondamental. Je retiens le rythme, la rapidité. Et je retiens ce qui est ressorti quelquefois, c'est si on est sur un point d'équilibre, il faut créer du déséquilibre. Il y a quelque chose qu'il faut presque toujours être en dehors de sa zone de confort. Puis si on est trop confortable, c'est probablement signe que les autres nous ont rattrapés ou sont en train de nous rattraper. Donc, c'est normal que dans le processus d'innovation, il y ait un peu de déséquilibre. C'est normal qu'on ne sache pas exactement ce que ça va donner. Avec des bons plans, avec des bonnes méthodologies, j'imagine qu'on se rassure. Mais c'est très important. J'ai entendu, puis on peut peut-être terminer là-dessus, qu'on a une population de baby boomers qui vieillit, qui est toujours propriétaire d'une bonne partie de l'économie du Québec. Et certains m'ont dit, ils sont pas prêts, ces gens-là, à se mettre dans des situations inconfortables à quelques années de leur retraite. Et dans le fond, le défi, c'est si on veut basculer dans le manufacturier 4.0, le manufacturier innovant, il va falloir admettre collectivement qu'on soit à 4 ans de sa retraite ou très jeune, qu'il faut accepter d'être en situation de déséquilibre, d'être en situation en dehors de sa zone de confort pour innover. Peut-être un mot de la fin, si quelqu'un veut rajouter un conseil, il y a des gens dans la salle, rappelez-vous qu'on est en web diffusion, il y a des gens qui nous suivent. Le conseil pour un entrepreneur qui jusqu'ici n'avait pas une stratégie d'innovation extrêmement élaborée, là, il commence par quoi? À engager un consultant, réunir son équipe, aller prendre un verre avec vous. Il commence par quoi? Engager jeunes. Engager des jeunes. Aller chercher des jeunes directement à l'université, directement là. Cherchez pas l'expérience. Silicon Valley se change, c'est fait avec des jeunes. J'ai été à San Francisco là 3 semaines. C'est une ville extraordinairement jeune. C'est les jeunes qui changent le monde. Donc, c'est mon conseil. On est jeune jusqu'à quel âge? Engagé en bas de 30 ans. En bas de 30 ans. On a tout pogné. Quelque chose à rajouter? Non? Je vous remercie beaucoup. On avait avec nous Luc Charette, François-Xavier Souvé et Yves Proto. Merci pour cet échange. Une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup. Si vous voulez retourner en salle pour faire face, c'est comme vous voulez, vous pouvez rester assis ici, c'est comme vous voulez. Bon, alors on va poursuivre. And now, we will... Et maintenant, alors permettez-moi de bien m'organiser. Nous sommes très contents de nous voir parmi nous. Merci beaucoup d'être là. Founder of Reshoring. Le président et fondateur de Reshoring Initiative, il a créé les Reshoring Initiative en 2010 dans le but de ramener les emplois de fabrication aux États-Unis. Il a activement participé donc au forum de rapatriement de 2012 de M. Obama et cette stratégie a été reconnue comme maintenant comme stratégie des relocalisations. Ici, en fait, c'est une source d'inspiration pour nous. Merci beaucoup et à vous la parole, M. Moser. Bonjour mes amis, Harry Moser et je suis à votre service. The rest will be in English. Je dirai les restes en anglais. Alors, je vais vous offrir une petite compréhension de la relocalisation
aux États-Unis et également les objectifs de commerce du président Obama. Je ne suis pas là pour le représenter, mais j'aimerais vous permettre de comprendre son point de vue pour ceux d'entre vous qui l'appuient, pour vous faciliter la tâche de négocier et de régler les choses auxquelles on fait face. J'ai l'intention de faire voir au Québec des façons de voir un quatrième pilier dans votre plan, c'est-à-dire la relocalisation. Et pour y parvenir, ça comprend l'innovation et également la prise de décision sur l'approvisionnement. Être innovateur en matière de décision sur ce qui est fabriqué ici et ce qui est fabriqué à l'extérieur du Québec. Donc, de trouver des façons pour que le Canada, les États-Unis et le Mexique puissent collaborer donc à notre avantage conjoint. Et je crois que c'est possible. Alors, j'aimerais vous donner une perspective de plus longue date sur les États-Unis. Nous nous voyons comme les agents de police du monde. Avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de dépenses. Nous avons ouvert le marché dans le but de permettre au pays de se stabiliser, démocratiser. Nous avons sacrifié notre fabrication aux dépens de la diplomatie plutôt que d'adopter la ligne dure sur la Chine. En matière de commerce, nous les aidons avec la Corée du Nord. Nous sommes le marché cible pour toutes les exportations au monde parce que nous sommes très sensibles au prix. Notre devise est toujours trop élevée parce que c'est une devise de réserve et parce que nous sommes également un abri fiscal pour la devise. Mais tout ceci est exacerbé par un faible système d'éducation, de terribles systèmes de formation, le vote est supérieur et des politiques fiscales inefficaces. Nous avons une stratégie coopérative donc qui manque de vision à long terme. Et en certains parties, c'est notre faute, et en autre partie, ce sont les rôles que nous avons décidé d'adopter ailleurs. Le résultat, c'est un déficit commercial cumulatif depuis 91 trillions de dollars. Et pour donner une perspective, c'est environ 50% de la valeur de la bourse de New York. Les gens, donc, retiennent notre devise, ils pourraient acheter la moitié de l'industrie américaine. Finalement, nous nous trouvons avec des déficits budgétaires, donc un déclin en matière de fabrication, emploi et inégalité. En grande partie, les travaux que nous avons perdus, c'est parce qu'il y a eu la délocalisation des emplois. Comprenons très bien. Voilà où se situent Trump et les républicains, en fait, là où se situe actuellement l'Amérique. Ensuite, il y a quelques tendances intéressantes, donc la BTA, donc l'ajustement fiscal sur la frontière avant l'élection de Trump. Il y avait un petit peu de vent de queue, donc la Chine augmentait 10-15%, industrie 4.0 aide, la préférence de consommateurs pour tout ce qui est fabriqué aux États-Unis était la reconnaissance accrue des coûts et des risques de la relocalisation. Walmart, c'est 250 millions de dollars, c'est un programme fait aux États-Unis. Et également, il y a la tendance qui vise à la globalisation, la mondialisation, les produits, c'est-à-dire on produit dans le marché plutôt que dans le pays. Ensuite, avec un autre vent, c'est-à-dire les États-Unis, la devise américaine très élevée, également le Mexique qui importe et le reste du monde était lent à suivre. Donc, ils achètent moins de produits américains et ils sont plus prêts à vendre aux États-Unis. Néanmoins, malgré cette conjoncture, nous avons connu quelques réussites. Il y a quelques 15 ans, lorsque les importations étaient en hausse rapide suite au fait que la Chine s'est jointe à l'OMC, les États-Unis perdaient net 220 000 emplois manufacturiers par an. Donc, 220 000 emplois de plus perdus que nous ramenons. Et en 2015, on était au point d'égalité, on en ramenait presque autant que nous perdions. Et en 2016, apparemment, nous sommes positifs. Ensuite, on verra, on aura perdu des centaines de milliers d'emplois manufacturiers nets pour rapatrier un certain nombre, 20 000, 30 000 emplois par an. Alors, que se passe-t-il après l'élection de Trump? Tout d'abord, son point de mire porte sur la réduction du déficit commercial des États-Unis. Donc, ce déficit est environ 500 milliards de dollars. C'est environ 3,5 emplois manufacturiers qui ont disparu en fonction du nombre d'emplois que nous importons par rapport aux exportations. Il a également posé quelques gestes chez Ford, Apple, Carrier. Donc, il a mis la main sur la table, il a exigé qu'il n'exporte pas d'autant d'emplois, surtout au Mexique, il a refusé le PTP. Également, ce sont des gestes à court terme
Et il y a des plans importants. Donc, pour ce qui est de l'ALENA, la Chine, il veut réduire le taux de fiscalité des grandes entreprises, rapatrier des trillions de dollars. Donc, il y a également la taxe, donc l'ajustement fiscal à la frontière. Tous ces plans sont là. Évidemment, le plan sur, donc le projet sur le plan médical n'a pas été adopté. On verra si ces plans seront adoptés par le Congrès. Malgré cette faiblesse apparente, nous avons constaté une hausse dans le rapatriement des emplois et l'investissement à l'intérieur. Voilà le taux qui montait jusqu'au mois de novembre. En novembre, il y a double. Donc, l'annonce des emplois qu'on allait repatrier a doublé et on est resté au même niveau. Il est clair que l'administration Trump a motivé des entreprises à rapatrier les emplois aux États-Unis et chez les Américaines, les compagnies américaines et étrangères. Il y avait un groupe affilié, donc Site Selector, qui étudie la question et il y a des entreprises qui décident essaient de décider entre le Mexique et les Américaines et sont en train de décider actuellement. Pour ce qui est de l'ALENA, tous les jours, la chose change. Je n'ai pas regardé les nouvelles aujourd'hui pour voir ce qui se passe dans l'actualité, mais le 30 mars, donc le représentant intérimaire sur le commerce aux États-Unis a annoncé un programme qui ressemblait à aucun changement. On dirait que c'est le PTP. Et le lendemain, la Maison-Blanche a annoncé que ce représentant intérimaire qui était dans l'ancienne administration Obama, tout ce qu'il avait dit n'était pas un énoncé qui était propre à la politique du nouveau gouvernement. Et le White House disait qu'il fallait égaliser les règles du jeu, il fallait renforcer les règles d'origine au sein de l'ALENA, etc. Tous les jours, la donne change. Il se produira quelque chose, on ne peut pas prévoir exactement ce qui se produira. Et également, cette initiative de rapatriement, je n'en parlerai pas. Mais surtout, ce qui est important, c'est le coût total de propriété estimé. Vous le trouverez sur notre site web. C'est là pour que les entreprises puissent prendre de meilleures décisions d'approvisionnement. Les grandes entreprises pourront se dire, écoutez, j'essaie de décider le prix, mais si on peut les faire changer, le coût total de la propriété, c'est-à-dire les coûts de fret, coûts d'inventaire, coûts de transport, propriété intellectuelle, impact sur l'innovation, donc on ramène ensemble le génie et la fabrication et également les problèmes d'inventaire, vous avez une livraison de 3 mois plutôt que de 3 semaines, vous incluez le tout et souvent, peut-être 25% du temps, le produit changera, donc on le fera passer de la colonne de relocalisation vers le rapatriement. En Chine, c'est 70, la Chine, c'était 100%. Facile d'acheter de la Chine, mais lorsqu'on a calculé le coût total de propriété, nous, on était à 108 et le coût total de la Chine était plus élevé des États-Unis à la lumière des taux changeants de la main-d'œuvre. Maintenant, la décision devrait se prendre pour garder le travail aux États-Unis, le rapatrier aux États-Unis. Ici, on voit plusieurs causes que j'ai étudiées, la Chine versus les États-Unis, 5%. Donc là, le prix était plus faible aux États-Unis. Dans 53, nous avions le coût total plus faible. Donc, nous avons été prudents. Nous avons dit qu'environ 25% du travail serait répatrié si les compagnies font les bons calculs. Et la même chose, sans doute, serait vrai pour le Québec. Alors, la cause que je préfère, c'est une compagnie c'est Lowerin, donc c'est des circuits imprimés et on est venu me voir. Il y a environ 9 mois, on m'a demandé, écoutez, Harry, je suis sur le point de perdre une commande à la Chine sur un prix. Alors, ensemble, Tony et moi, nous avons fait l'analyse du coût total de la propriété en ligne. On a présenté ça aux clients. On a montré que même le prix de Morris était plus élevé, le coût total était plus faible. J'ai une citation de lui sur le site web. C'est un élément clé. On a pu sauvegarder donc une commande de quelques 6 millions de dollars. Voilà donc l'impact qui peut découler de cet outil que vous pouvez également présenter aux clients et finalement les clients vont l'appliquer eux-mêmes. Mais voilà, liste quelques donc des initiatives de la relocalisation des investissements directs étrangers et on a empêché, c'est-à-dire là on a fait du repatriement, pardon, et on les a empêchés d'envoyer les emplois ailleurs. Vous voyez, vous avez une compagnie éolienne ici. Ça fait partie des compagnies canadiennes. Bon, ça ne fonctionne pas bien. Bon, voilà. Alors, ceci montre
l'impact de l'innovation et de la relocalisation. Donc, quand vous relocalisez, quand vous rapatriez du travail, votre compagnie est plus occupée, vous avez une meilleure utilisation de la capacité, vous investissez davantage, vous achetez les produits 4.0 les plus récents et ça augmente votre productivité, ce qui améliore votre compétitivité, ce qui vous permet de relocaliser davantage. Donc, ce cycle de la vertu en est un où le 4.0 et la relocalisation fonctionnent de pair. C'est une trousse d'outils que nous préparons et j'espère que le président Trump va l'étudier. Nous avons énuméré les principaux moteurs qui pourraient améliorer la compétitivité. Oh, la télécommande se bat contre moi. Bon, pour améliorer la compétitivité des États-Unis. Donc, c'est énuméré ici. Ce qui compte le plus, la chose la plus importante aux États-Unis, c'est d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, comparable à l'Allemagne et la Suisse. Et je pense que vous êtes à peu près au tiers de notre chemin. Si nos deux pays pouvaient être aussi bons que l'Allemagne et la Suisse, à mon avis, ça réglerait la plupart des problèmes. Donc, mes prédictions sont que pour l'administration Trump, que nous allons avoir la main-d'œuvre qualifiée et que ça va s'améliorer, parce que c'est trop évident. C'est aussi une des choses que le pays peut faire. Et le Mexique, le Canada, la Chine, l'Allemagne, personne ne peut dire qu'on se trompe en améliorant la qualité de la main-d'œuvre. Bon, si on implique des taxes ou des droits de douane, bon, ça dépend de l'OMC, de d'autres facteurs. Bon, les taux de fiscalité corporative, ils aimeraient le faire baisser à 20 %. Le problème, c'est que pour ce faire, ça crée un manque à gagner budgétaire de 1 billion de dollars d'ici 10 ans. Et c'est requis. Et pour que ça se produise, il faut trouver des revenus ailleurs. Et la façon choisie jusqu'à date, c'est l'ajustement fiscal à la frontière. Et ça, c'est très discuté. Il y a des pour et des contre. Nous croyons que ça ferait augmenter les prêts à la consommation. Donc, je crois que ça va être adopté. J'espère que ça va être adopté. Ou on va ajouter une valeur, une TVA ou un autre ajustement pour que le monde ait le temps de s'ajuster, pour que les compagnies américaines aient le temps d'améliorer leur capacité, améliorer leur main-d'œuvre, etc. Donc, ajuster les barrières tarifaires et non tarifaires pour s'ajuster au reste du monde, c'est ce que la Chine fait. J'espère qu'ils vont être plus ouverts comme on l'est, mais sinon, les États-Unis devront s'ajuster à ce qu'ils font. Bon, la structure réglementaire, la réforme réglementaire, je ne crois pas que ça a beaucoup d'impact physique, mais ça a beaucoup d'impact psychologique. Ah, une autre télécommande, merci. Bon, l'infrastructure, on a passé d'une facture d'infrastructure de 1 billion. Je ne crois pas. Il n'y a pas assez d'argent disponible. On va éventuellement remplacer les infrastructures. Bon, les coûts de la santé, votre système est plus efficace que le nôtre si on peut le descendre à 11 à 12 % du PIB plutôt que 17 %. Ça améliorerait notre compétitivité parce que notre coût de main-d'œuvre diminuerait dans les faits. Donc, encore une fois, c'est très difficile à faire. Voici notre stratégie corporative recommandée pour des compagnies. D'abord, ciblez les importations qui vous causent des problèmes. Soyez à la recherche, par exemple, dans votre programme de substitution des importations. Si je parle à une compagnie, je vais lui demander, parlez-moi des cas où vous avez des problèmes de livraison, des problèmes de qualité, trop d'inventaire, où vous avez des problèmes de propriété intellectuelle, ce genre de problèmes. Et ensuite, attaquez-les, parce que là, vous avez une motivation, la compagnie a une motivation de travailler avec vous pour trouver une solution. Si une compagnie dit « Qu'est-ce que je devrais faire ?», je réponds « Ne permettez pas à qui que ce soit de délocaliser quoi que ce soit tant que vous n'aurez pas fait votre analyse de coût total de propriété, parce que sinon, ça va être difficile de les ramener. Et ensuite, regardez ce que vous avez mis en sous-traitance à des compagnies délocalisées. Donc, ce que vous envoyez à l'extérieur plutôt que faites localement. Et donc, ça devrait... Et regardez si c'est plus facile de donner un contrat au Québec que de fermer une usine outre-mer. Si vous avez votre propre
usine outre-mer, 50% pour l'Asie et 50% pour l'Amérique du Nord, ben on peut changer le ratio pour que ce soit 80% en Asie, 20% pour l'Amérique du Nord et mettez la différence d'investissement au Québec. Mais c'est sûr que vous ne fermerez pas une usine que vous venez de construire pour 10 millions. Si quelqu'un vient vous dire de la fermer, vous ne dépenserez pas 15 millions pour en construire une remplaçante au Québec. C'est peu probable de se produire. Donc, des leçons pour le Québec. Concentrez-vous sur la fabrication, c'est ce dont on parle. La substitution des importations, en réalité, c'est de la relocalisation ou l'investissement étranger. C'est plus efficace que les exportations. Quand vous compétitionnez localement, l'importation a des coûts cachés, ce 15 à 20% de plus. Quand vous compétitionnez outre-mer, vous avez ces coûts. Donc, vous avez peut-être davantage de compétitivité au niveau du prix ici que là-bas. Alors nous, et j'essaie de convaincre les États-Unis de le faire, et j'essaie de convaincre le Québec de mettre autant d'insistance sur la substitution des importations plutôt que les exportations. Bon, faites le suivi et la promotion de la relocalisation. Quand on a commencé, il y a 7 à 8 ans, on l'a documenté, on en a parlé. Louise a donné 100 discours, moi j'en ai donné presque autant depuis 6 ans. On a fait des articles, des présentations et ça a créé l'élan, la visibilité. Les compagnies voient d'autres compagnies le faire et donc ils se disent au moins, je devrais l'étudier moi aussi. Donc appliquez nos méthodes. Moi, je vous suggère d'avoir un champion canadien, quelqu'un qui va faire pour le Canada ou le Québec. Mon groupe a fait pour les États-Unis, de la main-d'œuvre compétente. Il y a des pénuries partout. J'assiste à des conférences et les pays en voie de développement nous disent qu'ils n'ont pas assez de machinistes, de soudeurs, d'opérateurs de machines et on nous dit aussi que c'est difficile de recruter les jeunes. Ils veulent tous devenir soit philosophes ou médecins. Et si les États-Unis ajoutent une taxe à valeur ajoutée, le Canada devrait en mettre une correspondante. Vous devriez établir un partenariat avec le Mexique et les États-Unis pour ramener la fabrication de l'Asie. Si j'étais à la place de Trudeau, moi j'irais voir Trump et le président du Mexique pour dire essayons de rapatrier des centaines de millions de dollars en main-d'œuvre de l'Asie. Au Mexique, ils ont davantage de main-d'œuvre excédentaire que les États-Unis ou le Canada. Et si on le fait, toute l'Amérique du Nord va gagner. C'est mieux pour le Canada et les États-Unis d'avoir de la production au Mexique. Donc, je ne le dis pas de tout mettre au Mexique, mais il y a une certaine portion que, peu importe à quel point vous pouvez innover, vous ne pourrez pas revenir au Canada ou aux États-Unis. Mais le Canada et les États-Unis peuvent fournir les machines-outils ou la consultation ou tout le reste au Mexique pour que ça se réalise. Donc, nous sommes le Reshoring Initiative et nous disons, faites le calcul, développez vos stratégies. Et dans mes discussions de la dernière journée ici, j'ai été très impressionné par Investissement Québec et par Pierre. Votre projet de remplacement des importations, c'est de la relocalisation. C'est la bonne façon de faire pour démarrer le bal. Et ce que je souhaite, c'est que le Québec accélère sa relocalisation. Alors, merci beaucoup. Alors, merci, Harry. Pour quelques questions, mais on ne prendra pas énormément de temps parce que je veux vous laisser le temps d'aller voir l'exposition, les exposants à côté. Il y a 2 micros, je crois, qui sont là. Je ne les vois pas. Oui, je les vois. Donc, si vous voulez y aller. I have a question, Harry. J'ai une question, Harry. Je vous écoutais et ça ne semble pas être du protectionnisme. Ça semble être du gros bon sens. Donc, faites ce qui est logique financier. Est-ce que vous diriez que c'est le cas? Peut-être un deuxième commentaire. Vous semblez avoir une approche continentale qui diffère de ceux qui disent ayons une approche nationale, domestique. Alors, pouvez-vous commenter? Alors, nous affirmerions que la relocalisation, la localisation, en fait, c'est une alternative ou un antidote au protectionnisme. Parce que si le pays, que ce soit le Québec, les États-Unis ou autres, peuvent convaincre leurs compagnies
de prendre la décision économique de rapatrier la main-d'œuvre, vous n'avez pas besoin de changer les règles, la loi, les droits tarifaires pour les obliger à rapatrier. Donc, ça, c'est la réponse à votre première question. La deuxième, un point de vue continental. Vous disiez rapatrier au Mexique ou au Canada, pas juste aux États-Unis. Bon, pourquoi? Nous regardons certains travaux qui demandent tellement de main-d'œuvre, vous pouvez l'acheter en Chine pour 50% de ce qu'il en coûterait aux États-Unis ou au Canada. Donc, on sait qu'on ne pourra pas rapatrier ça. On ne pourra pas l'automatiser suffisamment. Mais le Mexique a des taux de main-d'œuvre meilleur marché que la Chine et leur distance est beaucoup moins grande que la Chine. Donc, si vous pouvez en rapatrier suffisamment au Mexique, d'abord, ils vont devoir acheter des outils ou des matières premières du Canada aux États-Unis. Et du point de vue des États-Unis, lorsque vous donnez du travail au Mexique, les salaires augmentent au Mexique, donc vous perdez moins de travail au profit du Mexique. Et si l'économie s'améliore assez là-bas, on n'aura pas besoin de construire un mur entre les deux pays parce que les Mexicains vont vouloir rester au Mexique. Oui, c'est un bon effet collatéral. Le gouvernement investit, le gouvernement a des stratégies d'investissement. Le gouvernement comme partenaire, le gouvernement qui achète des produits manufacturiers au Québec, est-ce que tu as l'impression que le gouvernement présentement est bien outillé? Ma question, elle est peut-être que non, pour accompagner les entreprises, mais en tant qu'acheteur de produits, en tant que moteur de l'innovation, parce qu'il appellerait cette innovation. C'est sûr que c'est un levier important sur lequel miser. L'exemplarité de l'État, comme on dit, qui est un acheteur massif de produits et services. Maintenant, c'est souvent, c'est plus compliqué qu'on pense l'État. Tu sais, on pense l'État, c'est monolithique. Alors, il y a certains ministères qui sont de très gros acheteurs. Bon, est-ce que tout le monde se parle? C'est plus compliqué qu'on pense. Alors, c'est d'avoir une stratégie commune où il y aurait une espèce de peut-être pas aussi fort qu'un mot d'ordre, mais de donner un traitement préférentiel, disons, aux produits québécois quand ils sont conformes aux spécifications demandées, bien sûr. Et ça aurait un impact immédiat, c'est certain, ce serait une très bonne stratégie. Certains m'ont dit, en tout cas, si l'État achetait de l'asphalte avec une commande qu'il faut que ça soit de l'asphalte qui dure plusieurs hivers, on innoverait ici, on améliorerait notre qualité de vie et quelque part, on pourrait exporter par la suite. Est-ce que, Mme Anglade, on peut essayer d'envisager un État qui appelle des fournisseurs à innover avec un produit innovant en asphalte, vous levez le pouce, c'est ça qu'on veut. Elle a fait ça. Je vois que tout le monde est prêt à aller voir à côté. Est-ce qu'il y a des micros, dans le fond, que je verrais mal? Non. Donc, Elliot Lifson. Merci, Louis, pour mentionner notre entreprise. Et certainement, M. Morin de FTQ, parce que nos employés aussi sont représentés par le Teamsters, qui est partie de FTQ. Nous avons une usine de plus de 1000 personnes ici, aussi à Montréal, mais c'est très difficile d'avoir les nouveaux travailleurs, travailleuses, et aussi les nouveaux gestionnaires, parce que dans l'université, comme vous savez, une journée par semaine, je suis un professeur dans l'MBA à McGill. J'ai des étudiants qui veulent prendre des cours d'investment banking et ça c'est très intéressant, mais logistique des systèmes de manufacturiers, nous n'avons pas. C'est pour ça l'État doit travailler avec les écoles, comme un bon exemple c'est ETS ici à Montréal, on peut avoir notre travailleuses qui sont capables de faire notre reshoring, parce que vous ne pouvez pas faire de reshoring si vous n'avez pas des travailleurs ici. Merci. Et aussi, une autre chose, n'oubliez pas que le secteur de vêtements et de la mode, c'est assez innovant comme les high-tech et on ne prend pas des grands salaires chez nous autres. Merci, Elliot. En fait, je retiens beaucoup, là, puis c'est tout à l'heure Yves Proto qui le disait, l'innovation, ça passe beaucoup par les jeunes. Il faut rentrer les jeunes dans les entreprises, mais il faut aussi que les jeunes, on les incite à aller vers ces créneaux très porteurs. Vous dites logistique, c'est peut-être plus intéressant qu'investment banking.
il faut que les jeunes le comprennent aussi. Alors, je vous remercie tout le monde pour ce premier bloc. Je vous propose qu'on se lève, on se dégourdit les jambes, aller à côté voir les exposants et on se retrouve ici à 10h moins 10. À tout de suite. Merci beaucoup.